Donc une révolution industrielle, c'est trois choses. C'est d'abord un changement de la société qui va pouvoir se faire grâce à un changement des technologies. Et en fait, mais pour que tout ça, ça marche, il faut que les organisations, donc les entreprises, se transforment et donc changent de modèle organisationnel. Sapiens Insight, c'est le rendez-vous de l'Institut Sapiens consacré à l'art du management et à la gestion des organisations. Je suis Raphaël Krivine, j'y interroge des personnalités expérimentées qui nous donnent des points de vue originaux, impactants et sortant de la boîte logique. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sapiens Insight consacré aujourd'hui aux méthodes d'Elon Musk. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de cliquer en bas sur le pouce et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de l'Institut Sapiens. Alors, nous n'allons pas nous intéresser à Elon Musk, celui qui défraye la chronique par ses interventions sur les médias sociaux. Non, nous allons nous intéresser à l'ingénieur génial, l'inventeur, l'industriel, celui qui a créé SpaceX ou encore Tesla, celui qu'on peut considérer comme un organisateur aux méthodes hardcore, pour reprendre un mot favori de son langage fleuri. Alors pour en parler, malheureusement, Elon n'a pas pu venir, il l'assiste en ce moment même au décollage d'une fusée. En fait, nous avons aujourd'hui avec nous l'un des spécialistes français d'Elon Musk. Il a écrit plusieurs bouquins de management, dont deux consacré à Elon Musk. Le dernier est paru chez Duno il y a un an. Ça s'appelle La méthode Elon. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Michael Valentin, un spécialiste de l'hybridation entre la tech et l'industrie. Michael, c'est avec beaucoup de plaisir que je te reçois aujourd'hui. Bonjour. Tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ton parcours. Oui, bonjour Raphaël, ravi d'être parmi vous. Je me décrirais comme un passionné du secteur industriel. D'abord pour une raison personnelle, c'est que j'ai grandi dans les Vosges, donc un des territoires français qui était le plus industrialisé dans les années 70. J'ai beaucoup de proches dans ma famille notamment qui travaillent dans ce secteur. Et j'ai donc pu vivre dans ma chair ce qui s'est passé dans le pays pendant ces 50 dernières années, où en fait la désindustrialisation a conduit à tout un tas de difficultés économiques dans ces territoires. Et donc j'ai à cœur de remettre une usine à côté de chaque clocher, parce que je sais l'impact que ça peut avoir, non seulement sur l'économie, mais aussi de manière plus large sur l'équilibre entre les territoires. Et puis maintenant sur un autre défi qui est la transition environnementale. Je pense que l'industrie est une des clés pour réussir à faire cette transition, notamment grâce à l'industrie circulaire. Ensuite, ma passion, elle vient aussi tout simplement de mon quotidien. Je passe la plupart de mon temps dans les usines. En fait, une usine, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent les usines, mais c'est pour moi un monde absolument formidable, parce que c'est un monde où en général, il y a plusieurs dizaines de milliers de composants qui rentrent chaque jour, avec des produits qui sortent à une cadence parfois de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers par heure. Tout ça transformé en une trentaine d'étapes, avec des milliers de personnes qui transforment le produit. Donc c'est juste un système absolument passionnant. Et en plus, un environnement où on a toutes les couches sociales, des gens qui viennent de plein de milieux différents, qui ont diplômés, pas diplômés, des ingénieurs, des techniciens, des gens qui avant étaient charcutiers ou boulangers, qui ont été formés au métier de l'industrie. Donc c'est une sorte de mini-société qui, quand on l'étudie à la fois comme un ingénieur ou même presque comme un sociologue, est absolument passionnant à vivre au quotidien. Alors, dans ton avant-dernier bouquin, Le modèle Tesla, tu développais une théorie selon laquelle nous sommes dans une quatrième révolution industrielle, et cette quatrième révolution industrielle s'accompagne d'un nouveau modèle organisationnel, ce que tu appelles le teslisme. Alors, peux-tu nous faire le pitch? Déjà, quelle est la différence entre la quatrième révolution industrielle et la troisième, qui n'est pas si lointaine, et à quelle réponse apporte le teslisme? Donc une révolution industrielle, c'est trois choses. C'est d'abord un changement de la société qui va pouvoir se faire grâce à un changement des technologies. Et en fait, mais pour que tout ça, ça marche, il faut que les organisations, donc les entreprises, se transforment et donc changent de modèle organisationnel. Donc si je prends la troisième et la quatrième révolution industrielle, en gros, le gros changement, c'est qu'on passe d'un monde aux ressources qui étaient infinies. En tout cas, on pensait qu'elles étaient infinies, on ne se posait pas forcément cette question-là. Et donc, c'était un monde où en fait la croissance se faisait, notamment dans l'industrie, par des flux qui étaient un peu partout dans le monde. Donc, un produit typiquement était fait grâce à des composants qui étaient fabriqués un peu partout dans le monde, avec des chaînes très complexes qui étaient difficiles à gérer. Et donc, comment est-ce que ça s'était rendu possible? C'était rendu possible par d'abord des méthodes d'organisation qu'on appelait le toyotisme ou le lean manufacturing, et puis par ailleurs par une robotisation et une automatisation qui ont permis de simplifier un certain nombre d'étapes, de rendre compétitives un certain nombre de choses pour donner accès aux masses à des produits en fait assez complexes, de plus en plus complexes. Donc ça, c'était la troisième révolution industrielle.
Et donc la quatrième révolution industrielle, on arrive dans ce monde à ressources finies. Donc la question, c'est comment est-ce que grâce aux nouvelles technologies qui sont la donnée d'une part, mais surtout l'intelligence artificielle, on va pouvoir résoudre ce triptyque qui est je réponds à la demande de transition environnementale avec des produits qui sont fabriqués sur des boucles beaucoup plus courtes, probablement un peu plus localement, tracés de bout en bout aussi pour garantir leur éthique, leur empreinte carbone, etc. Donc grâce à la donnée. Et donc le modèle qui permet de faire ça, d'après moi, c'est ce que j'appelle moi le modèle Tesla, le teslisme, qui est un certain nombre de composants dont on va parler aujourd'hui, et qui donc est très moderne puisque ça permet de répondre à ce défi de société. Alors effectivement, on va en passer une bonne demi-heure à décrire et commenter les différentes caractéristiques du teslisme. La première, évidemment, c'est ce que tu appelles le startup leadership. Elon Musk, eh bien, c'est un patron de start-up. Et en quoi s'en inspirer ? Ouais, donc un des points déjà sur le modèle de leadership d'Elon Musk, et ça c'est commun à tous les patrons de start-up, c'est qu'il faut avoir une ambition très forte et surtout être capable de véhiculer cette ambition à l'ensemble déjà de son entreprise, de son organisation et à l'extérieur à la société. Donc dans le cas de Tesla par exemple, c'est contribuer à la transition énergétique. Donc Tesla n'est pas décrit comme un constructeur automobile, mais comme un acteur de la transition énergétique, ce qui fait qu'on a en fait cette capacité d'entraînement qui est beaucoup plus forte. Ensuite, dans le quotidien, ce que j'ai pu constater quand j'étais avec les équipes de Tesla, c'est qu'en fait, on a une façon de se comporter qui est très particulière. La vitesse est une valeur très forte, l'agilité est une valeur très forte, la responsabilisation des équipes est une valeur très forte aussi. Là aussi, ce sont des valeurs qui viennent de la start-up. Pourquoi ? Parce que quand on bosse dans une start-up, on a des échéances, tous les 2 ou 3 mois, on doit rendre des comptes à ses investisseurs, potentiellement on a une levée qui arrive et donc il faut prouver des choses très régulièrement, beaucoup plus fréquemment que dans un grand groupe ou dans une entreprise traditionnelle et donc on est forcé d'aller beaucoup plus vite. Donc cette vitesse-là, elle entraîne un certain nombre de transgressions qui vont permettre petit à petit d'améliorer le modèle et donc de se remettre en cause en permanence. Et elle a un impact aussi sur le mode de management forcément qu'on a avec ses équipes. Philippe Silberzahn, qui est un prof qui était intervenu ici dans une Visio Sapiens, insiste souvent en disant mais le sujet dans une grande boîte établie, c'est que si quelqu'un arrive avec un projet disruptif devant le COMEX en disant j'ai besoin de 10 millions, mais en revanche j'ai un peu du mal à faire le business case puisque c'est une disruption, j'ai du mal à me projeter. Entre lui et le patron du business unit qui fait déjà, je ne sais pas, 1 milliard de chiffre d'affaires qui dit j'ai besoin de la même somme, 10 millions, mais c'est de l'incrémental, c'est pour améliorer notre système informatique, c'est le deuxième qui gagne. Alors comment arrives-tu, puisque tu es consultant, on l'aura compris, à accompagner des boîtes pour avoir cet esprit start-up, notamment finalement dans le lancement de nouvelles activités, parce que c'est aussi ça le fondement de la création. Ouais, alors ce que tu dis là, ça a été bien théorisé dans un livre qui s'appelle The Innovator's Dilemma, qui reprend ce qui s'est passé dans les années 80-90 dans toute l'industrie du PC et du microprocesseur, où à chaque révolution, il y avait toujours un nouvel acteur qui prenait tout l'ensemble du marché parce qu'en fait, les gens qui étaient installés n'avaient pas eu le courage de se remettre en cause parce que quelque part, c'est s'auto-cannibaliser et c'est jamais simple. Donc pour réussir à faire ça, il y a plusieurs ingrédients. Le premier, c'est de connecter en permanence, et ça c'est aussi un des ingrédients de la méthode Elon, de connecter en permanence les dirigeants avec ce qui se passe sur le terrain pour être capable de comprendre ce qui va créer de la valeur. Et donc, si je prends un exemple, c'est d'avoir dans son agenda en permanence des moments où je vais faire l'hélicoptère, je vais carotter donc sur des problèmes bien précis et je vais m'investir dans des projets bien précis pour comprendre dans ce qui est en train d'être fait par les équipes, comment est-ce que ça peut passer à l'échelle et comment est-ce que moi, en tant que dirigeant, je peux aider à passer à l'échelle. Donc accompagner ce mouvement qui vient à la fois du terrain, donc l'énergie du terrain, qui va créer des nouveaux usages en utilisant une nouvelle technologie, et par le haut de se dire comment ces nouveaux usages peuvent avoir un impact sur finalement la performance de l'entreprise, même si c'est naissant. Et donc un exemple dans l'industrie, typiquement un constructeur de machines, qui va la plupart du temps vivre de sa vente de machines et des pièces de rechange associées. C'est assez compliqué de pivoter vers un modèle où par exemple on va commencer à faire ce qu'on appelle la maintenance prédictive, donc prévoir les pannes et vendre du logiciel par exemple à ses clients pour éviter les pannes, parce qu'en fait on a tout un tas de personnes dans l'entreprise qui ont un intérêt à vendre des pièces de rechange, donc à ce que les machines tombent en panne pour vendre de la pièce de rechange, alors que le modèle logiciel, lui, c'est un modèle où on prévoit la panne, donc on va vendre de l'abonnement pour éviter la panne. Donc cette transition, pour pouvoir la faire, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient dans le projet et il faut qu'elle soit sponsorisée très haut et il faut être capable d'avoir cette vision de passage à l'échelle du nouveau business qui se fasse assez rapidement pour que justement le relais de croissance soit notable dans 3 ou 4 ans et pas dans 20 ou 30 ans. Deuxième autre dimension importante du teslisme, c'est ce que tu appelles
l'hypermanufacturing. Donc l'hypermanufacturing, c'est quoi? C'est aller au-delà de ce qu'on pratique encore beaucoup dans les grandes boîtes, à savoir tout ce qui est excellence opérationnelle, lean management. C'est une dimension au-dessus. C'est ça que tu qualifies d'hypermanufacturing? Oui, alors l'hypermanufacturing, au départ, ça s'applique essentiellement au monde de l'usine, mais derrière, ça va s'appliquer à tous les process. Finalement, un process dans un service, une assurance ou une banque, ça peut aussi être décrit comme une succession d'étapes. La première chose qui est importante, et si on prend l'exemple de Tesla, c'est déjà de connecter ce qui se passe dans cette entité, donc dans l'usine, au reste de ce qui se passe dans l'entreprise. Je prends un exemple pour que ce soit illustré. La raison pour laquelle les usines de Tesla sont particulièrement compétitives, c'est que le produit lui-même, la voiture, a été faite suffisamment simplement, avec suffisamment peu d'options, pour que les flux eux-mêmes soient très simples. Donc une Tesla, typiquement, on peut l'acheter en 3 ou 4 clics, parce qu'on choisit les jantes, la couleur des sièges, le nombre de sièges, l'autonomie de la batterie, et puis on a 2 ou 3 versions de voiture. Donc en gros, il y a une vingtaine de modèles possibles, avec la peinture et tout. Et donc, les flux sont extrêmement simples. Donc ça, c'est une première couche qui est... On revient à la Ford T. Ouais, quelque part, c'est un peu un retour à plus de... Parce qu'en fait, la diversification ne se fait pas par le hardware, par le produit, elle se fait par le logiciel. Donc c'est un changement de paradigme, mais ce qui fait que l'usine elle-même est simplifiée par la définition du produit. Donc les métiers sont connectés les uns aux autres. Deuxième sujet, c'est comment j'utilise mieux la donnée dans le quotidien du management. Donc, je vais équiper mes managers avec des outils mobiles qui leur simplifient la vie. Je vais les inciter à beaucoup plus utiliser la donnée dans leur quotidien. Donc, une stat, par exemple, un manager de proximité dans une usine passe entre 15 et 20% de son temps à faire de l'administratif. Donc, remplir des feuilles, remplir des papiers, faire le pointage des gens, remplir des problèmes de qualité, des problèmes d'ordonnancement. Il y a tout un tas de raisons de rentrer de la donnée, de saisir de la donnée, de remplir des papiers. Donc, tout ce temps-là peut être gagné par la donnée. Et puis après, on peut créer beaucoup plus de valeur aussi en partageant un certain nombre de choses, en étant beaucoup plus collaboratif grâce au digital. Le troisième niveau, c'est l'intelligence artificielle. Quand on commence à utiliser l'intelligence artificielle sur les process industriels, on va énormément gagner sur les rendements des machines, sur le contrôle qualité, où on va pouvoir, grâce à la computer vision et à l'intelligence artificielle, détecter des défauts qu'on ne voyait pas avant, et avoir besoin de moins de contrôleurs qualité, et puis du coup envoyer des produits qui sont bien meilleurs chez le client, par exemple. Et après, le dernier sujet, c'est comment est-ce que, en termes d'état d'esprit, on pense complètement différemment le process lui-même. Et il y a eu des ruptures très importantes chez Tesla par rapport à tout le monde automobile, parce qu'en fait, ils s'autorisent à repartir de zéro quand ils refont une nouvelle usine, un nouveau process, et à challenger tout ce qui est déjà existant dans l'entreprise, ce que les autres constructeurs automobiles ne font pas, parce que ça fait 100 ans qu'on fait de la même manière, et donc on ne s'autorise pas à aller sur des choses en rupture. Et qu'est-ce que veut dire exactement Musk quand il répète qu'il conçoit une usine comme un microprocesseur? Donc ça, c'est hyper intéressant. En fait, chez Tesla, on parle beaucoup du premier principe de la thermodynamique. Donc Musk, au départ, c'est quand même un physicien. Il adore la technique, hein. C'est comme ça qu'il a créé SpaceX en lisant des bouquins sur les fusées. Enfin, c'est assez intéressant quand on discute avec ses équipes proches de voir qu'en fait, il est très très connaisseur à la fois du code, de la physique, etc. Donc, quand il challenge ses équipes, quand j'en discutais là-bas avec des gens de son codir, il disait c'est hyper compliqué d'avoir une conversation avec lui. On a toujours peur de se faire challenger parce qu'il est dans le contenu autant que les ingénieurs avec qui il discute ou les techniciens. Et donc il va tout le temps se rapprocher de ce qu'on appelle de la physique, en fait des principes physiques. Donc la thermodynamique tout simplement, c'est de se dire que l'énergie se conserve. Donc comment je peux améliorer le flux de production d'une voiture comme j'améliorerais tout simplement un microprocesseur. Donc dans les faits, comment ça se traduit? Ça se traduit par j'ose faire des ruptures, donc j'en donne 3 exemples par exemple. Le premier, c'est quand j'étais là-bas, moi à Fremont en 2017, il avait voulu automatiser complètement la ligne d'assemblage. Donc une ligne d'assemblage, hein, c'est 300 ou 400 personnes qui vont fabriquer la voiture, chacun 1 minute de temps de valeur ajoutée sur la voiture, puis elle avance, etc. L'idée qu'il avait eue, c'est de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on met autant de temps pour faire une voiture? Donc l'usine sortait une voiture par minute, donc il avait voulu accélérer le flux et donc automatiser pour aller plus vite. Ça n'avait pas marché. Et donc, c'était complètement en dehors de la boîte. Et du coup, il s'était dit, bon, puisque ça marche pas, je vais pas m'entêter. Par contre, il faut que j'atteigne mes objectifs du trimestre. Et donc, il avait carrément installé une tente sur le parking de l'usine pour sortir ses voitures. Donc là, pour le coup, complètement manuel. Il était passé de complètement auto à complètement manuel. Ils ont sorti leur voiture, leur modèle 3 pour le trimestre. Et puis après, ils sont revenus sur une ligne plus traditionnelle. Et donc, ils se sont autorisés ce mouvement qu'aucun autre constructeur se serait jamais autorisé. Deuxième exemple, c'est les gigapress. En fait, les gigapress, ça permet de remplacer 70 étapes de flux. Donc, dans ce qu'on appelle le ferrage, c'est quand on fait la caisse, toute la caisse ferrée de la voiture en aluminium. Donc, c'est des robots de soudure. Il a innové et co-créé avec un constructeur suisse une presse qui permet en un seul bloc de faire tout le berceau de la voiture qui était fait avant en 70 étapes. Donc, on remplace 70 robots par cette presse.
Et donc cette innovation-là, elle est née en fait des équipes de Tesla, et aucun autre constructeur n'aurait osé faire ça, prendre ce risque en fait, parce que c'est énormément de gains, mais c'est aussi énormément de risques forcément. Et puis là, il y a un troisième projet qui est en train d'arriver, qui s'appelle le Unbox Process, qui est encore plus disruptif, qui est de révolutionner complètement toutes les étapes de fabrication de la voiture. Au lieu de le faire en séquence, on va faire des modules qu'on va venir assembler à la fin. Donc, j'élabore pas dans le détail, mais ça va grosso modo diviser le temps de fabrication de la voiture par 2. Donc, je précise que Michael ne raconte pas de bêtises, ou plus exactement que Isaacson, qui est le grand biographe de Musk, qui a sorti un best-seller il y a quelques mois, dit la même chose que toi. Enfin bref, en tout cas, ça permet de faire du double check et de voir qu'on se rapproche, je pense, dans la réalité en t'écoutant ou en lisant cette bio. Et petite anecdote, visiblement l'idée des gigapress et de faire du monobloc vient de Musk lui-même quand il a observé comment étaient fabriquées les petites voitures miniatures de ses nombreux gamins. Donc c'est assez marrant de voir comment aussi ces idées jaillissent. Ouais, mais en fait justement cette façon de procéder par analogie, c'est aussi le propre des scientifiques. Quand on fait des sciences, en fait, on étudie souvent par un phénomène physique, on va le plaquer sur un autre phénomène physique et donc se dire est-ce que finalement la loi physique ne se transpose pas à cet autre modèle. Et Musk est quelqu'un qui est assez éclectique, qui au départ vient de la tech et qui va vers l'industrie. Il va justement pas hésiter à utiliser des techniques qui viennent d'ailleurs pour les faire rentrer dans le monde auto. Moi, au début de ma carrière, j'étais dans le secteur auto, donc j'ai été manager de production dans l'automobile, donc je vois bien comment fonctionne ce monde-là, qui est un monde ultra optimisé, qui fonctionne comme une horloge suisse, donc qui est très robuste sur des process établis et donc sur un monde qui marche de manière incrémentale, mais qui finalement se remet assez peu en cause sur le process en tout cas, parce que on va pas forcément aller chercher dans plein d'autres sujets ou d'autres matières scientifiques comment on pourrait penser complètement différemment la façon de faire. Tu as évoqué le fait que pour lui, un responsable d'équipe, un directeur doit être un patron technicien, et lui-même donne l'exemple en étant un peu le Chief Technical Officer de ces boîtes. Il y a une dimension aussi de Musk, c'est qu'il pousse à décloisonner, à désiloter, à rapprocher les ingénieurs des labos avec les lignes de prod, etc. Tu peux peut-être nous en dire plus, tu as peut-être observé ça. C'était intéressant parce que quand je suis allé là-bas aux US en 2017, donc c'était le moment où ils étaient en train de faire la montée en puissance de la Model 3, qui était la voiture mass market qui a été remplacée par qui a été complémentée par la Model Y maintenant. Effectivement, quand on rentre dans l'usine, c'est intéressant, c'est qu'on traverse d'abord un énorme open space où il y a finalement plein de ressources qui sont des techniciens, des data scientists, des ingénieurs, etc., qui sont du coup à côté de la ligne de fabrication. Et donc, il va pousser au paroxysme cette collaboration entre métiers qui vient vraiment pour le coup du monde de la tech, qui est assez peu organisé par métier, c'est-à-dire il y a les gens qui font la recherche, puis les gens qui développent le produit, puis les gens qui industrialisent, puis les gens qui fabriquent, puis les gens qui vendent, etc. En fait, dans le monde de la tech, comme je suis en permanence connecté à mon client. Quand vous utilisez un produit digital, en permanence, vous utilisez de la donnée qui va servir à la personne qui vous vend le service à améliorer ce service. Vous avez plutôt une logique d'être en ligne, c'est-à-dire que vous avez des petites équipes qui travaillent sur un produit, typiquement, je sais pas, Gmail chez Google, qui l'améliorent en permanence. Et donc, il a repris cette idée de se dire, moi, je veux des équipes qui travaillent de bout en bout, qui sont très proches les unes des autres et qui sont capables du coup d'innover en boucle en récupérant les données qui sont utilisées par les gens qui conduisent les voitures. Et donc, l'organisation elle-même est calquée sur ce modèle-là. Et c'est ce qui a permis, par exemple, pendant le Covid, alors qu'il y avait une crise sur les microprocesseurs, sur tous les semi-conducteurs, à Tesla de continuer à vendre ces voitures parce qu'ils ont réussi par le code à modifier la voiture elle-même et donc à intégrer des composants électroniques qui n'étaient pas les composants électroniques de la voiture au départ. Donc, en gros, il n'y avait que certains composants qui étaient dispos sur le marché. Ils se sont adaptés à l'offre de semi-conducteurs. Ils ont modifié la voiture pour pouvoir continuer à puiser dans les semi-conducteurs dispo et à vendre des voitures. Grâce à cette proximité justement des équipes de développement et des équipes de fabrication et des équipes de vente. Alors encore un autre concept très très important du teslisme, c'est ce que tu appelles la software hybridation. C'est l'IT, au fond, une Tesla, c'est un ordinateur sur 4 roues, et puis en plus, tu peux l'upgrader régulièrement, à distance. Donc c'est un peu tout ça que tu appelles, que tu mets sous cette appellation? Oui, alors software hybridation, c'est vraiment le fait de se dire qu'on met du logiciel un peu partout. Donc on va en mettre dans les process, on va en mettre dans les usines, dans le lien avec le client, etc. Donc la data et le logiciel sont partout. Si on prend l'exemple de la voiture elle-même, je dirais deux choses qui sont différentes d'une voiture classique et que maintenant les autres sont en train d'essayer de rattraper.
C'est ce que j'appelle l'expérience utilisateur, donc ce qu'on appelle l'UX dans le digital, et la capacité de connexion. Et donc, si je commence par la capacité de connexion, dès le départ, quand il a l'idée d'inventer une nouvelle plateforme, une voiture avec une nouvelle plateforme, il va la penser un peu comme un téléphone, c'est-à-dire de se dire, ce qui est important pour moi, c'est l'architecture de la voiture, qu'elle soit très intégrée, de manière à pouvoir communiquer avec l'extérieur et récolter de la data en permanence sur ce que fait l'utilisateur. Donc ça, c'est révolutionnaire, mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'avoir une architecture de la voiture avec des calculateurs qui soient très centralisés. Donc ça ressemble à ce qu'on a sur un iPhone, l'iOS. Grosso modo, ils ont mis en place ce système d'exploitation dans la voiture. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que les autres constructeurs, qui eux sont beaucoup moins intégrés, ont beaucoup de fournisseurs. Donc un sous-ensemble dans une Renault, une Peugeot, etc. Vous avez des dizaines de fournisseurs qui vous fournissent les freins, les amortisseurs, etc. Donc à chaque fois que vous avez une interface, que vous avez un fournisseur, vous avez une nouvelle interface et donc la donnée est difficile à suivre dans la voiture. Donc ce qu'a fait Tesla, c'est que la voiture est très concentrée, très intégrée. Et donc c'est beaucoup plus facile à la fois de recevoir de la donnée de la voiture, mais aussi de pousser des montées de version, ce qui permet d'améliorer le produit dans son cycle de vie. Deuxième sujet, c'est l'expérience utilisateur. Quand vous rentrez dans une Tesla, l'impression que ça donne, c'est comme quand on est passé, vous savez, du Nokia à l'iPhone. En fait, on avait donc le Nokia avec des touches qui n'étaient pas tactiles, etc. D'un seul coup, on a un iPhone et l'expérience est complètement différente. Ben là, c'est pareil. En fait, tout est travaillé dans la voiture pour que quand vous rentrez dans la voiture, tout soit pensé pour que ce soit hyper simple, hyper facile et que voilà, vous êtes à nouveau dans le 21e siècle par rapport à tout un tas de voitures où quand vous êtes sur le GPS, encore maintenant, hein, il y a des voitures où vous allez sur le GPS, c'est tout juste si on a un clavier QWERTY, c'est difficile de saisir en fait votre destination. Dès le départ, dans une Tesla, dès les années 2015, vous êtes dans l'environnement Google, quoi. Donc c'est très moderne et du coup ça se rapproche beaucoup plus du monde actuel. Et donc les Renault autres constructeurs, effectivement, courent après ça pour transformer leur modèle et construire la voiture autour de l'ordi finalement, non? C'est ce qui n'était pas le cas au départ avec les premiers véhicules électriques. Ouais, donc de ces constructeurs. Clairement, tout le monde maintenant est là-dessus. Ça a mis du temps à ce que ce pivot se fasse. D'abord parce que la plupart des dirigeants croyaient pas à la voiture électrique. Et en fait, tout ça, c'est assez lié. En fait, le côté électronique, électrique, etc., c'est assez lié. Donc, quand on s'est rendu compte que la voiture électrique finalement allait devenir le modèle du futur, tout le monde s'est un petit peu excité ou a accéléré. Et puis par ailleurs, ce qui n'est pas évident pour un constructeur classique, c'est que les ressources qui sont en place sont des gens qui viennent de l'industrie, avec les forces et les faiblesses. Donc les forces, c'est la robustesse, la rigueur. Les faiblesses, c'est que le mode agile, le fait d'innover avec la donnée, c'est pas forcément dans l'ADN. Donc il faut faire venir des gens de l'extérieur, ou alors il faut faire évoluer les mentalités et les compétences en interne, et ça prend du temps. Une dimension également passionnante, c'est la traction tentaculaire. Donc peux-tu nous en dire plus ? C'est un peu c'est le fait finalement de leverager les différentes marques qu'il a. Hein. C'est j'ai SpaceX, j'ai Tesla et comment je fais ou j'ai le réseau Starlink et comment je fais profiter de tout cet ensemble aux clients. Ouais, donc ça c'est un des sujets aussi. Donc c'est une des dimensions qui est forte dans le modèle Tesla, finalement c'est la pensée réseau. C'est quand je réfléchis à mon business, quand je réfléchis à mes usines, quand je réfléchis à mon client même, je pense réseau. Donc ça veut dire quoi? Quand je définis mon produit, par exemple ma voiture, comme je le disais avant, la voiture je la pense connectée pour pouvoir l'améliorer en cours de route, mais c'est aussi parce que je veux qu'à terme, j'ai un réseau installé dans le monde de voitures. Donc j'ai aujourd'hui à peu près 2 à 3 millions de Tesla qui circulent dans le monde. Ça me donne un réseau en fait comme les iPhones sur lequel je vais pouvoir faire des choses supplémentaires. Donc typiquement à terme, les Tesla, ça sera comme les iPhones, c'est-à-dire que vous aurez des gens qui se battront pour faire des applications dispo sur les Tesla parce que le but à terme, c'est que la voiture soit autonome. Donc les gens dans la voiture, ils auront du temps. Donc s'ils ont du temps, ils iront tapoter sur le système d'infotainment de la voiture. Et donc les gens qui font des applications pour les Tesla, ils vont payer un fee à Tesla. Autre exemple, c'est le modèle de ce qu'on appelle Smart Grid. C'est-à-dire qu'à terme, quand tu auras dans 10 ou 20 ans, l'économie sera beaucoup plus basée sur l'énergie électrique et donc en fait on aura besoin d'équilibrer l'électricité qu'il y a dans le réseau. En fait toutes les voitures électriques qui seront dispo à un moment donné vont servir de pile pour l'ensemble du réseau. Donc si vous voulez, vous pourrez équilibrer avec la charge qu'il y a dans chaque voiture, ça constituera des piles qui permettront de redonner de l'électricité au réseau quand il y en a besoin au moment des pics. Et au moment en fait des périodes creuses, les voitures pourront à l'inverse se recharger. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le smart grid. Tous les acteurs qui vont commencer à penser à des logiciels qui permettent de faire ça vont avoir des business models complètement innovants. Et donc ça, c'est aussi une façon de penser réseau par le produit et d'aller beaucoup plus loin que juste le fait de faire des voitures. Et si je pousse même le sujet un peu plus loin, même le client lui-même peut être vu comme faisant partie d'un réseau, puisque en fait, vous, quand vous utilisez votre Tesla chaque jour, on va pouvoir, grâce au comportement que vous avez, améliorer
la voiture, savoir à quel moment vous avez besoin de recharger, donc où est-ce qu'il faut mettre des superchargeurs, qu'est-ce que vous préférez comme position de conduite, etc. Le fait que la voiture soit connectée, finalement, ça donne tout un tas d'infos. Et puis ça permet à terme aussi de réussir la conduite autonome, puisque vous avez tout un tas d'expériences qui se font en direct par les voitures qui sont conduites partout dans le monde. Donc c'est ça la traction tentaculaire, en fait, c'est de faire de ces réseaux-là une opportunité d'aller faire des nouveaux business en permanence. Dernière dimension du teslisme, c'est le storytelling, c'est la communication. Alors aujourd'hui, parfois on peut s'inquiéter en se disant est-ce que les jeunes diplômés ne sont-ils pas plus formés à communiquer qu'à décider. En tout cas, la dimension communication est évidemment importante dans le monde aujourd'hui. On disait que Musk était un patron technicien, c'est aussi un patron média. Je regardais, il est déjà à 175 millions de followers sur X. Il a dû en gagner 2 millions en quelques jours. C'est incroyable. Cette notion de storytelling, la communication sur, d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans les notions de raison d'être, etc., c'est un point fort de sa stratégie. Et là aussi, en quoi peut-on s'en inspirer? Ouais, donc je pense que c'est un sujet sur lequel un manager de proximité ou un dirigeant peut effectivement s'inspirer dans la gestion de son équipe ou la gestion de son entreprise, parce que pour attirer aujourd'hui les nouvelles générations, il faut quand même avoir une raison d'être qui va dépasser le cadre économique, et notamment comment est-ce que mon entreprise contribue à la société. Ça me paraît fondamental, et ça doit aussi se traduire dans tous les étages. Donc c'est pas seulement le rôle du dirigeant, c'est le rôle aussi du management de traduire ça dans tous les étages. Ça c'est très clair. Ceci étant dit, pour moi, la raison pour laquelle Musk est aussi populaire, alors dans les deux sens, parce qu'il y a aussi des gens qui le détestent, mais la raison pour laquelle il est crédible, c'est qu'en fait, il n'est pas juste un communicant. C'est que les gens savent aussi qu'il a monté, notamment Tesla et SpaceX, mais il a monté ces business qui marchent. Donc SpaceX fait 61 lancements par an, là où Ariane en fait quelques-uns. Donc en fait, les faits sont là aussi sur la capacité finalement de réalisation, de mise en œuvre de sa méthode. Et donc c'est pareil chez Tesla. Chez Tesla, si Tesla n'était pas un succès, finalement, ça démonétiserait énormément la parole de Musk. Donc la leçon, c'est à la fois d'apprendre à communiquer de manière assez simple, assez directe avec ses utilisateurs, ses équipes, toujours en partant de pourquoi est-ce qu'on fait ça et en quoi ça contribue au changement de la société. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on met en œuvre concrètement les choses pour aller vite et que ce soit transformant par le produit que je crée, etc., qui soit fondamentalement différent, qu'il apporte quelque chose de complètement nouveau. Et aujourd'hui, par exemple, un chiffre, la Model Y, qui est la voiture la plus vendue de Tesla, c'est la voiture aujourd'hui la plus vendue au monde en 2023. C'est-à-dire que c'est la plus vendue au monde, toute motorisation confondue, plus vendue que n'importe quelle voiture thermique. Donc ce résultat-là, ça va légitimer largement tout le modèle Tesla en tant que tel. Et donc c'est à la fois la com, mais c'est aussi surtout la capacité de faire qui est importante. Donc là, on énonce des choses positives sur Musk, mais sans rentrer sur la personnalité, ces crises un peu de démons, parfois il peut s'entêter terriblement, etc. Est-ce que dans les méthodes industrielles qu'il développe, est-ce que tu entrevois des points faibles ou des choses qui seraient plutôt à ne pas faire, des don'ts, si je puis dire? Comme souvent, les forces poussées à l'extrême peuvent devenir une forme de faiblesse, ou en tout cas des points de vigilance. La première peut-être, c'est à la fois il insuffle dans l'entreprise une capacité de décision très forte. Et à tous les étages, c'est pas seulement à ce niveau-là, mais quand on discute avec des managers de proximité chez Tesla, par exemple, un exemple de ce qu'ils appellent une shocking rule, c'est dans chaque réunion, quand il y a une décision à prendre, elle doit être prise pendant la réunion. Et si elle n'est pas prise pendant la réunion, elle doit être prise au plus tard le soir même. Donc ça, c'est une décision, c'est en fait un mode qui fait qu'on va très vite et les gens se sont très responsabilisés pour que du coup l'entreprise ne pédale pas. Et puis comme on a le droit de se tromper, finalement, si on s'est trompé, on va pivoter. Donc ça, c'est un point qui est positif. Par contre, poussé à l'extrême, un des travers de sa personnalité tel qu'on me l'a décrit dans les gens qui ont bossé directement avec lui, c'est qu'il a parfois tendance à décider un peu seul. Un exemple, quand ils ont designé la porte papillon de la Model X, c'est celle qui s'ouvre comme ça, là, comme un oiseau. Les ingénieurs voulaient qu'elle s'ouvre d'une certaine manière parce que c'était beaucoup plus simple à designer, à produire, etc. Lui, il avait en tête la dynamique que devait avoir la porte. C'est lui qui l'a emporté, donc ils ont fait ça, mais ils ont perdu du temps de développement parce qu'en fait, c'était beaucoup plus compliqué d'aller vers sa version que vers la version des ingénieurs. Donc c'est un exemple de travers. L'autre exemple pour moi, c'est comment on fait des entreprises qui aient aussi un modèle social qui soit conforme à ce que, en tout cas, nous en Europe, on veut pour nos entreprises. Et je pense que
Il y a aussi des travers qui sont alors à la fois liés au fait que Musk est quand même un Américain, le modèle est quand même issu de la culture américaine, et qui pour moi sont moins transposables en Europe. Et d'ailleurs, on voit qu'en Allemagne, c'est un peu plus compliqué pour eux. Sans compter son enfance sud-africaine, où là, il était vraiment élevé au fouet ou pas loin. Oui, c'est ça. Donc il y a un côté un peu top-down, etc. Et nous, en Europe, et moi je trouve que c'est une bonne chose, on a quand même des filets sociaux, on a un certain nombre de choses qui font que il faut du dialogue. Et moi, je crois beaucoup à la co-création, en fait, aussi sur le côté social. Et donc, c'est une corde de rappel qui est pas forcément facile pour lui parce que dialoguer avec des syndicats, etc., c'est pas du tout dans sa nature. Donc, c'est pour moi un peu une forme de faiblesse quand même aussi du modèle. Alors, tu parles de la France justement, donc ces dernières années, on a assisté à une forte désindustrialisation, on reparle de réindustrialisation. Est-ce que tu penses que les entrepreneurs français doivent s'en inspirer? On a eu nos Citroën, nos Michelin, nos Eiffel, on a eu nos Musk. Est-ce qu'on peut en avoir d'autres? Est-ce que tu es optimiste? Alors moi, je suis super optimiste, mais bon, c'est un peu ma nature, mais je suis pas optimiste pour baser sur rien. En fait, je suis optimiste basé sur les patrons que je connais. Je vais en citer quelques-uns pour donner des exemples, mais je prends des patrons de PME industrielles qui sont des patrons installés. Hein. Je peux donner comme exemple Erwan Quatanea, qui a une PME à Château-Gontier, Damien Marc, qui a une PME dans l'aéronautique, Henri Morel, qui a créé un empire industriel de zéro depuis 40 ans, Céline Gris, qui a une boîte d'auto. Donc ça, c'est les patrons traditionnels. Ensuite, on a plein de start-up industrielles en France. On a par exemple Eloa Guillotin, qui est en train de faire un avion à hydrogène, dans une boîte qui s'appelle Beyond Aero. On a Charles Delfieux qui est en train de créer une boîte qui s'appelle Constellation Technologies, qui a pour projet de faire des satellites concurrents de ceux de SpaceX. On a WineSec, qui est une boîte qui est déjà maintenant une licorne par Antoine Hubert. On a Christian Bruer qui a fait Mobion, qui sont des scooters électriques. On a Vestac avec Jean-Christophe Piron. Enfin, je pourrais en citer des dizaines. Donc voilà, donc on a cette scène d'entrepreneurs. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un regain d'investissement, notamment sur les gigafactories dont on entend beaucoup parler, par exemple autour de Dunkerque. On a ST Microelectronics qui remet un gros ticket près de Grenoble. On a Novo Nordisk qui fait une grosse usine près de Chartres. On a toute l'industrie de process française qui est en train de muter vers de la décarbonation, donc grâce à l'hydrogène. Donc, à la fois sur les PME, sur les groupes, sur les startups, on a un mouvement qui est en train de se créer. Le PIB industriel est passé par un palier, donc il a beaucoup décru jusqu'à 2010. Il est passé par un palier et il commence à balbutier pour recroître. Donc on n'y est pas encore, hein, très clairement, il y a encore plein de défis, mais on est en train de reprendre la bonne tangente. Donc il y a une étude qui est sortie hier de Rexecode qui montre que les patrons industriels ont un moral qui est supérieur aux patrons français et supérieur au moral des patrons industriels allemands pour la première fois depuis 10 ans. Donc c'est un signe. Alors c'est en comparaison de l'Allemagne, mais c'est quand même un signe intéressant, c'est que la France reprend confiance en elle et moi je crois qu'on a vraiment une énorme carte à jouer dans cette nouvelle industrie qui est liée à la décarbonation. Alors il y a une caractéristique de la méthode de Musk sur laquelle tu n'insistes pas dans tes deux bouquins, c'est finalement sa lutte permanente contre, j'ai envie de dire, les excès, les règles établies, qu'elles soient externes ou internes dans les boîtes. Ça l'agace, il veut en comprendre la cause, il interroge, il challenge. Et ça, en France, on a l'Europe, on a la France. Enfin bref, c'était Clémenceau disait planter un fonctionnaire et la France est un pays fertile. Il épouse des impôts et on pourrait aussi dire des règlements. Et ça, est-ce que c'est un poids justement pour les industriels que tu citais? En tout cas, est-ce que c'est aussi une dimension pour les industriels français qu'ils doivent prendre en compte, à savoir être dans cette remise en cause, ce challenge, en tout cas des règles. Il ne s'agit pas de les faire tomber, mais en tout cas ce challenge. Ouais, alors dans le modèle Tesla, il y a effectivement cette notion de transgression, c'est de jouer avec les règles pour être toujours un peu à la limite. Ça, on le voit sur ce qu'il a fait sur la conduite autonome, où en fait il met des voitures qui sont autonomes de niveau 2, voire 3, alors que c'est pas encore complètement autorisé. Dans sa façon de designer les voitures aussi, il respecte les normes, mais parfois il se permet de les challenger. C'était vrai sur les voitures, mais ça a été vrai aussi sur les fusées, ce qu'on a du mal à imaginer. Donc effectivement, c'est une façon de faire qui est particulière. Après, sans aller jusque-là, je pense que pour un industriel français, le premier sujet, c'est déjà comment est-ce qu'au quotidien, on tue ce qu'on appelle la bureaucratie et on force des décisions rapides, on évite les silos. Ces trois choses-là, c'est de se dire dans le quotidien d'un manager, il doit exécuter ses tâches, améliorer ses process, mais il doit aussi combattre ces trois sujets-là. S'assurer qu'il n'y a pas de silo dans l'entreprise, s'assurer qu'il n'y a pas de bureaucratie, s'assurer que les décisions se prennent vite. Ça, c'est des leçons qui peuvent être, à mon avis, partagées par toutes les équipes et qui permettent d'aller vite, d'innover vite et d'avoir de la capitalisation rapide sur l'apprentissage. Après, sur les normes, moi, j'ai un avis qui est équilibré. C'est-à-dire qu'il y a effectivement probablement un espèce de carcan qui est compliqué, mais que je trouve qu'il est en train d'évoluer quand même dans le bon sens. C'est lent, mais ça va dans le bon sens. Par exemple, il fallait
plus de 2 ans pour avoir accès à un terrain pour construire une usine en France il y a encore quelques temps. Et là, il y a tout un tas de choses qui ont été faites pour qu'il y ait maintenant des terrains qui soient dispo, quasiment clé en main, pour qu'un industriel puisse s'installer. Et il y a des choses qui se font en local super intéressantes. Par exemple, à Chalon-sur-Saône, ils sont en train de faire des terrains. Vous arrivez, vous êtes industriel, vous voulez investir, vous avez un terrain, vous avez juste besoin de déposer le permis de construire. Et l'idée, c'est de paralyser les process. Donc il y a des choses qui se font. On n'y est pas encore. Et après, la norme, elle peut aussi, je pense, nous protéger d'une certaine manière ou protéger notre modèle européen si elle est bien faite. Donc, par exemple, moi, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait à un moment donné qu'on tienne compte de l'utilisation des ressources et que la planète soit prise en compte dans les modèles économiques. Et donc, je suis pas assez technicien économiquement pour savoir comment ça doit être fait, mais de mettre un minimum de barrières économiques à l'entrée de l'Europe pour qu'on puisse pas qu'il n'y ait pas de dumping sur ce sujet-là, ça me paraît être un sujet quand même important. Après, il faut que ça se fasse suffisamment simplement pour que l'entrepreneuriat puisse continuer. Donc, c'est pas simple, mais moi, je pense que c'est possible. Alors, ta spécialité, c'est l'industrie. L'industrie ne pèse que 13%, je crois, du PNB en France. Donc, il reste 87% avec l'agriculture et surtout les services. Est-ce que la méthode d'Elon, le T-Slips, est-ce que ça peut s'appliquer aussi aux autres secteurs? Alors, comme je le disais tout à l'heure, alors j'ai eu l'occasion, depuis qu'on a créé OPO avec mes collègues, on ne travaille que dans l'industrie par cœur parce qu'on aime l'industrie. Avant ça, j'ai eu l'occasion, quand j'étais chez McKinsey, de travailler aussi dans des services et donc d'appliquer un certain nombre de ces principes dans les services. Et ça marche très bien dans un back-office de banque, dans un middle office de banque, dans un call center d'assurance, dans des supermarchés, enfin... Ça marche très bien dans tout un tas d'autres secteurs et donc ça peut se transposer tout simplement parce qu'un process, qu'il soit physique ou qu'il soit informationnel, c'est toujours un process et donc on va pouvoir coller par au-dessus un certain nombre de principes à la fois sur le système opérationnel et sur le système de management. Donc ça marche assez bien. Après, pour revenir à l'économie, l'industrie manufacturière c'est 13%. Par contre, quand on prend tous les services qu'il y a autour de l'industrie, on arrive plutôt à 30%. Donc ça devient une part importante. Et surtout, moi, ce que je crois, c'est que l'avenir, c'est les chaînes de valeur. Donc c'est de se dire comment est-ce que on pense les chaînes de valeur de bout en bout. Si je prends un exemple, l'exemple de l'agriculture va irriguer l'industrie agroalimentaire qui elle-même alimente la grande distribution, qui elle-même conduit au consommateur final. Et après, avec l'industrie circulaire, on va pouvoir inventer aussi tout un tas de modèles où on va recycler, remanufacturer, etc. Donc, il y a tout un tas de business qui vont être des business de services qui vont de plus en plus dépendre de la chaîne industrielle, linéaire ou circulaire. Et donc, il y a encore plein de choses à inventer, ce qui fait que la limite entre ces trois secteurs, agriculture, industrie, services, elle est de plus en plus ténue et de plus en plus on va pouvoir créer de la valeur à l'interface de ces sujets, quoi. Alors c'est passionnant, mais nous arrivons au terme de notre entretien. Alors ma dernière question, un peu signature, c'est est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager ou un coup de gueule d'ailleurs? Non, c'est un coup de cœur. C'est un roman que je suis en train de lire qui s'appelle D'or et de jungle de Jean-Christophe Rufin, qui est hyper. Bon déjà, comme tous les livres de Rufin, j'adore Rufin, il est super dépaysant, mais surtout ce que je trouve génial, c'est que c'est un des sujets qui pour moi est un des risques de la data, c'est que il évoque comment est-ce qu'à un moment donné, si les GAFAM décident de vraiment prendre une position hégémonique par rapport aux États, ils risqueraient de vouloir se saisir d'un État. Donc en fait, le roman, c'est comment est-ce que les GAFAM s'unissent ensemble pour faire un coup d'État et prendre la main sur un État et derrière du coup être dédouané des taxes et puis pouvoir faire un peu tout ce qu'ils veulent sans être contraints finalement par la législation et par les impôts. Voilà, donc c'est super intéressant. Ok, donc je vous conseille toutes les lectures de Michael et de Rufin, de les faire en musique, parce que pour ma part, mon coup de cœur découvert ce week-end, c'est un groupe de musiciens du Texas, donc comme c'est la terre d'élection de Musk, ça tombe bien, et ce groupe s'appelle Khruangbin, je vais mal le prononcer, K-H-R-U-A-N-G-B-I-N, Khruangbin, et c'est un mélange d'influences incroyable et un son fantastique. Merci d'avoir assisté à cet entretien et à très vite. Merci Michael. Merci Raphaël.